On va démarrer. Je vois que la salle est pleine, donc ça a l'air d'être un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Merci à tout le monde d'être là. Donc moi, c'est Rémi Guyot, fondateur de AI Discipline. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer une table ronde avec Marion Darnay, qui est CEO de Pachamama, qui est un cabinet de recrutement, non seulement dans les fonctions produits tech, mais aussi sales. C'est aussi la créatrice d'une communauté qui s'appelle l'Avant-Garde, et qui est une communauté assez incroyable qui prend de l'ampleur. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus plus en détail. Et puis on a aussi la chance d'avoir Paul-Étienne Bauchet, qui est responsable du recrutement chez Le Bon Coin et qui a aussi travaillé chez Doctolib, et qui donc l'un et l'autre vont nous partager leurs perspectives sur le recrutement à l'ère de l'IA. Donc on va commencer par une première question. Selon vous, en quoi l'IA a changé le recrutement de fonctions produits aujourd'hui? Qui est-ce qui voudrait se lancer? Marion, tu veux démarrer? Faut démarrer, ça démarre fort, quoi. Ravi d'être là. Merci à tous d'être si nombreux aujourd'hui. L'IA impacte beaucoup le recrutement, dans le sens où pas tellement les cas pratiques finalement, mais plutôt toutes les fonctions et les compétences qui sont recherchées. On voit que ça évolue très très vite et tout le monde est un peu dans cette incertitude, tant du côté des recruteurs, des leaders qui savent pas encore où placer le curseur de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a très peu de temps, on attendait des gens de pas forcément utiliser l'IA dans les process de recrutement, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Et ça, je pense que ça a changé en moins de 6 mois. C'est devenu un prérequis. Et donc, ça impacte fortement le recrutement. Et je peux qu'être d'accord à ce que vient de dire Marion, parce que du coup, au début, justement, on était dans une relation un petit peu délicate avec l'utilisation de l'IA, et notamment justement dans les process de recrutement. Et en fait, ça a totalement tourné avec justement un reshuffle des compétences qu'on va rechercher, le fait que la compétence IA et toutes les soft skills qui en découlent deviennent essentielles dans le rôle de product manager. Et par ce biais, maintenant, leverage l'IA, et encore plus dans le process de recrutement, c'est quelque chose qui devient impactant et indispensable pour les PM. Et du coup, si on essaie de creuser un peu ce sujet de compétences, aujourd'hui, quand vous essayez de recruter un profil produit, quelles sont les compétences qui sont peut-être nouvelles ou regardées différemment aujourd'hui, comparé à peut-être il y a 2 ans? Ce que ça a changé surtout, c'est que ça a élevé encore plus le niveau d'exigence des entreprises, des recruteurs, parce qu'on peut faire tellement de choses avec l'IA, et vu que c'est plutôt recommandé d'utiliser l'IA pour tous les cas pratiques, notamment les études de marché, etc., ce qu'on attend, c'est une analyse très très fine et très en profondeur de vos cas pratiques. Et ce qu'on va évaluer dans les entretiens, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, si jamais vous ne savez pas encore vous servir de l'IA, ça va se voir très très vite dès les premiers échanges. Pour l'instant, ça reste dur pour les recruteurs de savoir à partir d'un CV à quel point vous utilisez l'IA dans votre quotidien de product manager, ou à quel point vous avez déjà shippé des fonctionnalités avec de l'IA. Donc vous pouvez déjà essayer de vous démarquer comme ça, parce qu'on est obligé de faire passer plusieurs entretiens et de voir à quel point les personnes sont passionnées, sont curieuses. Donc voilà, on va retrouver toutes les qualités un peu classiques du product manager, mais poussé encore plus à l'extrême, quoi, sur la partie curiosité, et voilà, et tester tous les nouveaux outils, quoi. Donc clairement, pour compléter là-dessus, c'est vrai que ce qui va vraiment être super important en termes de soft skills, ça va être la curiosité, comme tu l'as dit. Parce que justement, c'est constamment savoir se remettre en question, prendre du recul, et surtout intégrer l'IA, qui est avant tout un outil, et se l'approprier pour justement derrière en faire une force. Et je sais que notamment sur la partie curiosité, la partie hands-on, parce que le rôle de product commence à embrasser cette partie un petit peu plus main dans le cambouis et débrouillardise. Et je sais que nous, on va mettre vraiment un point d'honneur sur la partie soft skills, à regarder justement la partie curiosité, la partie débrouillardise. Comment aujourd'hui, avec l'océan d'informations que j'ai et de formations disponibles, je vais utiliser les bonnes, les interpréter et les utiliser à bon escient. Et on parlait justement de case study juste avant. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, voilà, ça peut paraître un petit peu cheaté d'utiliser l'IA en amont d'un case, mais en fait, ça se voit très vite et très rapidement quand, lors de la restitution, on ne sait pas approprier le sujet.
Et c'est vraiment l'appropriation du sujet, la capacité justement à prendre du recul et à apporter d'autres perspectives et à maintenir son esprit critique dans cet océan de nouvelles informations qui nous est proposé. Donc, ce que je comprends, c'est que la première conséquence, c'est que potentiellement les case studies sont devenus plus durs, parce qu'on fait l'hypothèse que les candidats sont équipés d'un outil qui leur permet de faire plus de travail avec le même temps. Mais en revanche, il ne faut pas tomber dans l'écueil que ça fasse le travail à notre place, quoi. Il faut l'utiliser pour faire un travail de meilleure qualité. Et dans les moments où vous êtes dans la discussion, notamment les tout premiers entretiens de screening, ne prenez pas de deuxième écran avec l'IA. Là, c'est pas le bon moment pour faire ça parce que ça se voit tout de suite et ça vous décrédibilise. Donc, il faut savoir l'utiliser au bon moment. Ça, c'est une vraie anecdote? Oui, ça nous arrive régulièrement avec les recruteurs du collectif de débriefer là-dessus parce que ça nous interpelle et sur le pourquoi le candidat fait ça à ce moment-là, quoi. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir, pas d'utiliser l'IA, c'est de savoir quand et comment bien l'utiliser. En termes de compétences, on parlait de soft skills. Est-ce qu'il y a des hard skills qui prennent plus d'importance? Peut-être autour de la data, peut-être autour d'autres sujets? Alors sur la partie hard skills, très clairement aussi, je pense qu'aujourd'hui, justement, au-delà de l'IA, il y a la partie data qui est vraiment une hard skills qui s'intègre de plus en plus dans le périmètre de compétences des PM. Donc là, on ne parle pas forcément de Gen AI ou quoi que ce soit, mais vraiment juste d'interprétation de la data et de la manière dont je vais pouvoir, en tant que PM, m'approprier la data, en faire des dashboards et pouvoir les restituer pour m'aider pour le reporting. Et cette compétence-là, elle se développe de plus en plus dans les organisations, parce que dans les organisations produits, ce qu'on va identifier, c'est justement de plus en plus de décentralisation de la partie data et puis de prise d'ownership par les PM de l'interprétation de leur propre data. Donc on va de plus en plus vers des data products qui vont être un peu en self-service et au PM donc de se les approprier et d'en extraire les bons insights pour prendre les bonnes directions et orienter leur roadmap. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais le PM généraliste, c'est vraiment compliqué aujourd'hui, sauf pour celles et ceux qui savent très très bien montrer l'impact qu'ils ont eu, qui ont un certain leadership et qui savent bien montrer l'impact business. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est que pour vous démarquer aussi dans un marché qui est toujours plus exigeant, c'est mieux de chercher un peu quel est votre sweet spot à vous. Donc ça peut être, on voit quand même une polarisation entre la partie tech, donc tu parlais, je mets la data dedans du coup, parce que c'est vraiment devenu un prérequis pour beaucoup de PM, de pouvoir aller très en profondeur, soit sur les sujets tech et data, et de se rapprocher de plus en plus de l'engineering, et on reparlera peut-être du fameux product builder, soit sur la partie business, on n'en parle peut-être pas assez aussi, du fait que les jobs de PMM, ils sont en pleine évolution, on recherche de plus en plus de PMM stratégiques, seniors. Il y en a même qui viennent à penser que les PM et le PMM vont merger finalement, parce qu'un très bon PM doit pouvoir faire tout un pan de ce que font les PM aujourd'hui sur la partie positioning, go-to-market, pricing, sales enablement, etc. Donc choisissez un peu déjà votre voie entre la partie plus craft, tech, design, soit la partie très très business. Essayez de montrer que vous êtes les meilleurs sur ces sujets-là. Et après, vous avez d'autres façons de vous spécialiser. C'est soit par secteur, soit par type de produit. Donc ça peut être SaaS B2B, ça peut être marketplace, ou ça peut être des délais fondateurs de passer de telle étape à telle étape. Mais plus vous allez avoir la bonne combinaison et trouver la bonne combinaison qui vous correspond, plus vous allez pouvoir aussi démontrer l'impact que vous avez en tant que PM, malgré toutes les mutations du job qu'on sait qui ne sont pas faciles pour vous en ce moment. Et juste peut-être pour compléter, c'est vrai qu'on voit ce vernis très tech qui s'intègre, comme on l'a dit, mais au final, l'impact business et le gros focus sur la partie utilisateur resteront des leviers ultra intéressants et sur lesquels, en creusant et en s'expertisant, on arrivera à apporter un impact qui sera significatif. Mais du coup, pour rebondir sur vos deux propos, est-ce que toi, tu as l'impression que, comme Arian, il y a peut-être des tracks différents qui vont émerger et que les personnes qui sont à l'aise à plonger dans les sujets plus techniques, il va y avoir énormément d'opportunités qui vont arriver parce que notamment les enjeux de mise en prod, de dataset, etc. vont prendre plus d'ampleur. Mais est-ce que c'est vraiment le même track que quasiment la fusion avec des rôles plus proches du marketing, du business, de l'impact économique? Je pense que pour le coup, ça peut
amené à faire 2 tracks différents, un track d'expertise, mais qui existe déjà, parce qu'on voit déjà tous ces rôles de AI Product Manager, qui vont être vraiment focus sur la partie technique, avec des AI features qui vont devoir shipper, etc. Donc ça, c'est clairement une des orientations. Et l'autre dont on vient de parler justement sur la partie business et proximité avec cette partie PMM qui peut-être avant était moins évidente. Tu mentionnais, Marion, le concept de product builder. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des offres d'emploi qui utilisent ce mot-là? Est-ce qu'elles recouvrent une réalité qui commence à être claire? Qu'est-ce que tu observes? Non, c'est le tout début. Est-ce que déjà il y aura un consensus sur ce mot-là? Je sais qu'il y a d'autres termes. On va voir. C'est le tout début. Et c'est ça qui est compliqué dans notre écosystème, c'est que ça va très très vite. Et on pensait qu'on allait arriver un peu à un consensus de PO, PM. Ça y est, on est à peu près tous d'accord sur ce qu'il y a derrière. En fait, pas du tout. Donc malheureusement, vous allez devoir vous faire des petits agents pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière les annonces. C'est ce qu'on essaie de faire avec Pachamama, mais pour l'instant, dans les faits, oui, on recrute et on a de plus en plus de demandes de nos clients pour des product builders. Est-ce qu'on les appelle product builders? Pas encore. C'est plutôt des PM data, des PM IA ou des PM un peu full stack. On parle pas mal de PM augmentés. Ce qui est sûr, c'est que les profils les plus recherchés sont ceux qui maîtrisent très très bien tous ces pans-là aujourd'hui, et les profils qui aiment le craft. Qui aiment faire de la discovery à la delivery et tout maîtriser eux-mêmes. Et les excellents PM, c'est ceux qui aiment faire la delivery, qui ne vont pas rechigner à le faire, qui vont justement utiliser l'IA pour aller très très vite sur cette partie-là et qui vont passer le plus de temps sur la partie plus stratégique. Et donc, ceux qui aiment bien mener de bout en bout comme ça des features, on voit de plus en plus surtout d'équipes à taille réduite. Parce que du coup, on préfère avoir plusieurs product builders ou PM full stack, on va dire, et en avoir un peu moins qu'avant, mais des personnes très très seniors. Ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus aussi dans les équipes produits. Est-ce que vous voyez encore des opportunités pour des profils produits ou design qui n'ont pas monté leurs compétences sur les sujets d'IA? Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour ces profils-là sur le marché? Il y a beaucoup de concurrence, donc ça va être compliqué pour vous si vous ne savez pas démontrer à minima que vous avez de la curiosité ou que vous avez envie de vous approprier ces sujets. Donc compliqué. Et c'est vrai que ça peut aussi impacter les profils justement assez seniors qui ont pu justement avoir une belle épaisseur, beaucoup d'années d'expérience. Et je parlais aussi au début de la remise en question. Et cette remise en question, elle est intimement liée justement avec cette partie de curiosité, volonté d'apprendre, volonté de ne pas être dépassé, creuser justement toute la partie outillage. Et ça devient vraiment l'essentiel désormais. Et on parlait aussi tout à l'heure de typologie de job et de contenu justement d'un poste de PM avec un petit peu à la fin PM généraliste. Je pense que tout l'enjeu aussi pour vous réside dans l'appropriation dans les job descriptions ou dans les annonces sur lesquelles vous allez vouloir vous positionner, de la compréhension un peu plus fine de l'organisation produit, de leur maturité, de leur typologie de méthodologie également, pour justement voir un petit peu où se situe l'entreprise vers laquelle vous vous orientez, pour justement pouvoir vous y projeter ou travailler pour pouvoir y aller également. Surtout qu'on peut faire des side projects très facilement aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'était pas forcément très valorisé il y a encore 4-5 ans, notamment pour les PM en devenir. Ils disaient « Ouais, je suis motivé, j'ai un side project, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait toute ma disco, etc. » Aujourd'hui, c'est valorisé parce qu'il n'y a plus d'excuses avec l'IA. On peut prendre n'importe quel projet. Et je vois beaucoup de CPO, tu parlais de seniorité, de plus de 20 ans d'expérience, qui ont leur petit side project à côté. Et même pour eux, c'est hyper valorisé parce que ça leur permet de voir aussi comment ils vont projeter leur organisation avec l'impact de l'IA. Donc, quel que soit le stade de votre carrière, allez-y parce que vous pourrez démontrer comme ça votre motivation et vous pourrez aussi voir qu'est-ce qui vous passionne. Parce que bien sûr, il ne faut pas le faire en se forçant, mais aller sur des sujets qui vous intéressent. Voilà. Et si on parle justement de ces profils de product leader,
qui ont peut-être beaucoup d'expérience, mais qui se retrouvent aujourd'hui avec une part de leur légitimité qui est plus Remise faible. en question. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que ces personnes-là, elles peuvent faire? Donc j'entends le côté side project. Est-ce que vous voyez d'autres profils de ce type-là qui arrivent à se démarquer ou à trouver leur place sur le marché dans un monde qui est en mutation complète? Et justement, sur vraiment les profils de product leader, l'intérêt, c'est aussi d'eux-mêmes aller justement creuser ces nouveaux leviers, aller vraiment s'approprier les sujets techniques. Je parlais la semaine dernière justement avec une de nos product directeurs qui me montrait l'importance pour elle d'essayer par elle-même justement la partie cloud code pour essayer de voir, avec l'ambition 2026 de Martin, de vouloir pousser en production par le PM certaines choses. Et elle m'a dit, moi, lead by example, donc il faut absolument que je m'approprie aussi ce sujet-là, que je comprenne les enjeux, leur complexité, pour derrière pouvoir manager l'équipe. Complètement. Complètement, dégagez-vous du temps, allez sur le terrain avec vos équipes et ça vous permettra d'être encore plus légitime pour poser les bases d'une organisation qui vous allez devoir faire évoluer, soit tout seul, soit avec votre CTO après, avec ce merge entre tech et product qui arrive effectivement. Et j'ajoute aussi un petit élément, c'est vrai qu'on en avait parlé avant, la partie side project, le week-end essayer de creuser un petit peu les éléments, ou entre deux jobs, se former, ça devient quelque chose de plus en plus naturel et on voit de plus en plus de candidats qui ont cette démarche-là d'entre deux jobs, d'aller se former. Comme je disais au début, il y a un océan de possibilités et de contenu de formation qui est disponible. Et c'est vrai que dans cet océan-là, l'idée, c'est de se structurer et puis de se faire un petit peu une ligne de route qui soit cohérente et constructive à la fin, quoi. Oui, ça vous permettra de tirer vraiment le fil de toutes les pans du produit, parce qu'on a un job tellement complet que ça vous permettra aussi de voir ce que vous, naturellement, vous avez, ce sur quoi vous avez envie de travailler. On a une femme, une membre dans l'avant-garde, typiquement, qui est à New York d'ailleurs, qui est une Française, et qui a travaillé sur un petit outil pour aider les femmes à négocier leur salaire. Donc elle a fait une espèce de bench, un petit outil où vous pouvez vous inscrire, savoir si vous êtes bien positionné sur le marché, et puis quelques articles de blog pour savoir... pour vous donner des tips, etc. Et donc, ça lui permet de poser un peu de tout, de poser le problème de base, sa strat, son go-to-market, de mettre un peu les mains dans le cambouis, de faire un peu de design, etc. Quoi. Voilà. Puis ça vous donne de la matière pour aller échanger avec d'autres PM pour savoir comment eux, ils s'organisent. Et au moins, vous avez un cas vraiment concret, quoi. Donc ça fait partie des solutions. Parce que... Super. On va ouvrir la place pour des questions dans une seconde, donc n'hésitez pas à y réfléchir si vous voulez poser une question. Ma dernière question, avant que nous on ouvre ça, c'est est-ce que vous observez, quelle est votre hypothèse sur les freins que rencontrent certaines personnes dans le fait de se mettre à l'IA? On a beaucoup parlé des personnes qui semblent être plutôt en avance de phase, mais il y a des personnes pour qui c'est peut-être plus difficile. Est-ce que vous avez soit des hypothèses de pourquoi ça a lieu et peut-être des recommandations ou des conseils pour ces profils-là? C'est vrai que, comme je disais précédemment, il y a quand même un océan de contenu, un océan de matière et un petit peu le FOMO de louper un outil ou de ne pas être à jour, etc. Donc je pense que la structure dans l'organisation un peu de son plan de formation, de ne pas vouloir tout faire à la fois, parce que à la fin on fait rien. Donc c'est vraiment cibler les sujets sur lesquels, justement, prendre le recul sur soi-même, poser ses compétences, voir peut-être les petits manquements qu'on veut combler, et à partir de là, de manière assez lucide, justement, se construire un plan cohérent et complémentaire avec l'immensité des supports qui sont à disposition. Donc je pense que le frein avant tout, c'est de se dire, oh là là, j'ai peur d'être perdu, dès que je creuse un petit peu, je vois un océan de possibilités. Donc c'est avant tout se détendre, prendre du recul, et puis choisir des bons formats, et échanger justement, je pense aussi avec ses pairs, parce qu'il y a la formation, mais aussi l'échange avec les autres, tous les autres organisations PM, vos collègues, vos anciens amis d'école, etc. Je pense que par la discussion, on arrive aussi à se structurer. Oui, on voit beaucoup de choses sur LinkedIn. Tout le monde parle de Club Code toutes les semaines et ça peut faire un peu peur quand on n'est pas encore dedans ou quand on voit les choses évoluer toutes les semaines. Donc effectivement, il ne faut pas se noyer dans toute l'immensité de ce qu'on peut faire parce que justement, les très bons PM seront ceux qui sauront très très bien choisir leur cas d'usage sur lesquels appliquer l'IA.
Donc choisissez-en un. Effectivement, détendez-vous, ça va bien se passer. Et allez échanger effectivement avec d'autres types d'organisations, parce que vous verrez que dans beaucoup d'organisations, elles sont au même stade que vous. Et ça vous permettra aussi de mettre en perspective tout ce que vous voyez sur LinkedIn. Il ne faut pas se fier à tout ce qu'on voit sur les réseaux, quoi.